On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Quel parent n'a pas été confronté au défi de rendre continent son enfant en un temps record avant une rentrée ? Moi, je me demande s'il n'y aurait pas une autre manière de s'y prendre. Et si on pouvait aborder ce sujet légèrement, à tâtons, et même dès les débuts de la vie. Je sais, ce que je dis là peut paraître surprenant, mais il y a 1 an et demi, j'ai fait une rencontre troublante, de celle que l'on n'oublie pas. Une rencontre qui m'a tellement aidée dans ma vie de maman. J'ai fait la rencontre de Rokia Hossein. Rokia a 1001 casquettes, vous le verrez, mais elle a surtout le mérite d'explorer autrement un tabou de nos sociétés, la continence de nos enfants. Elle s'est saisie du peu de littérature scientifique qui existait en la matière pour nous éclairer de manière documentée, concrète et décalée sur la propreté de nos petits, comme on a tendance à l'appeler. Le regard qu'elle pose sur ce sujet est pétri de bon sens, de cohérence et d'humanité. Que vous soyez aux côtés d'un nouveau-né ou à l'aube d'une rentrée scolaire, Rokia nous outille pour accompagner cet apprentissage. Elle nous aide à nous réapproprier cette étape de maturation de nos petits. Elle nous invite surtout à sortir des galères, des conflits et des tensions qui riment avec ce sujet. Elle nous donne de quoi faire de cette étape de vie un cheminement riche en enseignements pour nous comme pour lui. Je vous promets qu'il ne s'agit pas ici de bannir les couches dès le début de la vie, non, mais bien de faire un cadeau inouï, riche de bienfaits physiologiques et symboliques, pour guider nos petits adultes en devenir vers leur épanouissement à vie. Bonjour Rokia, et merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour discuter d'un sujet ô combien délicat, méconnu et connoté, à savoir la continence de l'enfant, que l'on appelle plus communément propreté. Ici, nous allons l'aborder sous le terme plus spécifique d'hygiène naturelle infantile. On le verra, ton approche du sujet est spéciale. Elle est même, je dirais, à mes yeux, unique en France et de ce côté-ci de notre monde. Justement, pour mieux comprendre ta vision des choses, j'aimerais que l'on se parle tout d'abord de ton métier, Rokia. Tu es psychomotricienne. Alors, j'aimerais savoir de qui est-ce que tu prends soin et en quoi consiste exactement ton quotidien. Bonjour Maria. Alors en effet, je suis psychomotricienne diplômée d'État. Je prends soin principalement des enfants, mais aussi des familles en fait. Et mon quotidien est un peu, disons, assez riche et sportif, puisque j'alterne entre plusieurs postes et missions, si on peut dire ça comme ça. Je travaille au sein donc d'un hôpital de jour, dans une unité dédiée aux enfants, aux jeunes enfants en cours de diagnostic ou diagnostiqués TSA, donc du trouble du spectre autistique. Jusqu'au moment du podcast, en fait, je travaillais également dans une école au sein d'une unité d'enseignement maternel pour enfants autistes aussi, donc. Et en fait, finalement, là, en septembre, je reprends une activité plutôt classique en libéral, c'est-à-dire au sein d'un cabinet, pour justement me dégager plus de temps pour mes activités autour de Miss Psychomote, ce qui comprend mes actions de formation, parce que je suis également formatrice, d'accompagnante parentale, parce que c'est vraiment plutôt spécifique par rapport aux besoins d'élimination de l'enfant. Et bien sûr, tout ce qui est autour aussi, rédaction d'articles, voilà, quand on me demande.
Et on va en parler en effet, ta pédagogie, dépasse les frontières d'Instagram, tellement en effet, tu arrives à bien aborder, ces sujets, justement, liés, notamment à la continence, de manière, extrêmement pédagogue. Alors justement, avant d'aller un cran plus loin, moi j'aimerais comprendre quel est le lien justement entre ton métier et l'hygiène naturelle infantile. En d'autres termes, Rokia, c'est quoi exactement cette hygiène naturelle infantile et comment est-ce que tu es tombée dans cette réalité? En réalité, je pense que j'y étais déjà, bien avant, ma deuxième grossesse. C'est-à-dire que déjà durant mes études, de psychomotricienne, je m'interrogeais un petit peu déjà sur, la pudeur, le soin, en maison de retraite. Puisque moi j'ai fait mes études en alternance, au sein d'un EHPAD et je me suis déjà interrogée, mais j'ai pas osé aller plus loin. J'ai préféré prendre un autre thème de mémoire, pour être honnête, quelque chose, qui va plus me garantir, mon diplôme. Parce que je sentais que, soit j'étais pas forcément encore prête, mais, c'est-à-dire que j'entrais aussi dans un terrain vraiment inconnu et intime, pas tant de la personne, à soigner, mais plutôt au sein de l'équipe, d'aide-soignante, par exemple. Donc j'ai pas osé, mais je pense que voilà, ça faisait partie des prémices, quand j'y repense, sur la toilette, sur le besoin d'élimination où, je voyais, hem, des choses en fait qui me semblaient pas très, cohérentes, en fait limitantes, Mmh. vraiment en termes d'autonomie. Notamment, quand je vois que la personne, signalait clairement qu'elle avait besoin, d'éliminer ses besoins, simplement, Ouais. mais qu'en fait, elle portait des protections, autrement dit des couches, parce qu'on manquait justement, de personnel pour l'accompagner jusqu'aux toilettes. Il faut faire les transferts, c'est-à-dire la relever et cetera et je me dis: «Mais en fait, il y a quelque chose autour de l'environnement». Il y avait déjà des interrogations de ce type et puis, pareil, en libéral, puisque j'exerçais aussi après, en libéral, après mon diplôme, j'avais affaire à des familles qui venaient pour d'autres motifs de consultation et puis, le sujet de la continence, venait sur le tapis. Comme s'il n'y avait pas d'autres interlocuteurs jusqu'à là, qui pouvaient répondre à leurs, questionnements. C'est-à-dire comme si on venait un peu en dernière intention, on vient pour un motif, mais au fait, madame Hossein, j'ai quelques questions, mon fils ou ma fille et cetera et cetera. Est-ce que vous avez, des idées? Je me dis: «Mais c'est un peu drôle quand même, là comme ça», ça m'a un petit peu déroutée et puis, pareil encore, vraiment c'est vraiment je pense le thème de l'autonomie, de l'handicap, hein, qui m'a fait vraiment rentrer dedans. Très C'est-à-dire intéressant. que, j'ai eu affaire à justement avec, un enfant qui était en cours de diagnostic, TSA, mais finalement, au cours, des prises en charge, on a découvert que c'était plutôt heu, d'ordre génétique. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Là, ce qui est intéressant, c'est, se dire que la question de la continence ne pouvait pas être abordée jusqu'à là parce qu'il y avait d'autres priorités. Le langage, la marche et cetera, mais pas la continence. Du coup, c'était un enfant, bon, qui était parfois encore en poussette, malgré le fait, qu'il était, scolarisé. Il devait avoir 5 ans d'ailleurs. Je parle de lui dans mon livre. Je l'ai nommé Armin, pour garder son anonymat D'accord. et avec sa maman, qui est très intéressant d'ailleurs, qui est médecin généraliste aussi et qui se disait: «Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, mon fils, il porte encore des couches. Est-ce qu'il y a moyen de je sais que c'est pas la priorité, mais est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place?» Je me dis: «Mais encore une fois, c'est un peu drôle, là que j'arrive un petit peu, presque pas en fin de parcours, parce que c'est pas un fin de parcours, mais parce que voilà, il y a pas d'autres interlocuteurs». Alors du coup, je commence vraiment à m'interroger et je vois comment elle gère, elle se débrouille. Elle me dit: «Bah, par exemple, moi je vais aux toilettes, là il vient avec moi, parce que je peux pas le laisser tout seul en salle d'attente et cetera» et je dis: «Bah, OK». En fait, nous en séance de psychomotricité, je travaillais sur, son schéma corporel, Oui. sur les, niveaux d'évolution motrice. Ça veut dire donc en fait les différentes étapes, motrices pour arriver à une certaine posture, la marche et cetera et en fait, je travaillais pas mal finalement le bas du corps. Parce que c'est un enfant qui s'asseyait d'une certaine manière, qui se relevait d'une certaine manière, comme s'il l'avait appris, il savait pas faire autrement. Donc voilà, moi je travaillais d'autres postures
et il y a eu une sorte de prise de conscience, de, son hélicorbat, clairement. Puisque, indirectement, la maman me raconte après, que, à la maison, et tout d'un coup, il commence à prendre conscience de son dos, parce qu'on avait déjà travaillé ça en séance. Mmh. Parce qu'elle lui l'enfant lui demande de laver son dos, ou bien, qu'il commence un peu à regarder ce qui se passe au niveau de ses parties génitales. En fait, il y avait une prise de conscience comme si cette partie du corps jusqu'à là n'existait pas tant que ça pour cet enfant. Je me dis: mais il y a plein de choses en fait à voir. Alors que tu vois bien, c'était pas directement moi je travaillais pas sur la continence. Je dis: «J'en sais rien». À ce moment-là, j'étais encore sur l'idée, reçue qu'il faut qu'il monte les escaliers. Alors cet enfant, qui est encore en poussette, qui marche, mais qui sait courir que, par réflexe, mais pas, par envie, par plaisir de courir. Il savait pas courir, en fait, voilà, si je demandais de courir, il pouvait pas le faire, mais s'enfuir, D'accord. il pouvait. Donc tu vois, il y avait des choses, à travailler. Je me dis: «Mais quand même, c'est pas rien». Non. Et en fait, on avait travaillé une position que j'aime beaucoup, la position accroupie, mais pas forcément pour l'élimination quand je l'ai travaillée, parce que c'était plutôt une étape. Et pareil, la maman me raconte en fait, mais c'est vraiment à chaque fin de séance, hein, on se voit, on fait un petit, bilan, et là, elle me raconte quand même ce qui se passe en fait chez elle. Je me dis: «Mais il y a tellement de choses en fait à voir en fait». Je pense que, on s'est «gouré» entre guillemets jusqu'à là à se concentrer sur, la peur, ou bien enfin la peur de faire pipi, la peur de faire caca qu'on entend souvent, ou bien, enfin tu vois plein d'idées reçues qu'aujourd'hui je pourrais même Complètement. plus les énoncer. Et en fait, j'ai arrêté la prise en charge parce que je partais en congé maternité, et c'est là aussi que j'ai découvert, l'hygiène naturelle infantile. Extraordinaire. Donc en fait, c'est finalement ton expérience personnelle, mais aussi finalement professionnelle liée à tes patients qui t'a amené à découvrir, ce sujet, ô combien central, on va le voir dans le développement de l'enfant. Alors tu l'évoquais Rokia, tu as écrit un livre puisque tu es auteur. Ce livre est un guide, aussi, éloquent que bienveillant pour initier naturellement à la continence de nos enfants entre l'âge de 0 et 3 ans. Oui, oui, je répète bien, entre l'âge de 0 et 3 ans, sans stress ni tension. Ce livre, d'ailleurs, il y a des passages dans lesquels tu insistes sur l'importance des mots que l'on emploie pour qualifier cette étape de maturation qu'est la continence. Toi-même, d'ailleurs, tu préfères parler d'abaisser vers la continence, je te cite, plutôt que d'hygiène naturelle infantile. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, la nuance et quelle différence est-ce que tu fais entre les 2? Alors, l'ABC vers la continence, c'est, l'accompagnement, des besoins, donc là, d'élimination, via la communication vers la continence. J'ai trouvé que c'était, plus proche de ma façon d'aborder finalement la continence que d'hygiène naturelle infantile qui, a déjà un peu son historique. C'est-à-dire que l'hygiène naturelle infantile était encore assimilée à une pratique un peu, exclusive, clairement bobo, ou chez des, mamans très «maternantes» entre guillemets, dans un maternage proximal, sinon autrement on peut pas le faire. Enfin, elle s'est un petit peu enfermée dans une forme de pratique. Pourtant, dans l'hygiène naturelle infantile, j'en ai extrait les bases pour justement la développer et faire le lien avec, le développement psychomoteur de l'enfant. D'accord. Comme je le disais, j'ai découvert l'hygiène naturelle infantile, durant ma grossesse, et il y avait très peu de ressources à l'époque. Je trouvais qu'il y avait énormément de liens avec, le développement psychomoteur de l'enfant qui et ça manquait, pardon, de précision. Vraiment même de données scientifiques, pragmatiques. C'était parfois un peu trop, facile, intuitif, alors que ça ne l'est pas tant que ça, disons clairement, et qui en fait c'est très, logique. Ça suit vraiment le développement psychomoteur de l'enfant. Encore faut-il, le connaître. Mmh. L'avantage finalement, de mon métier, c'est d'avoir ces connaissances-là et de les relier, heu, aux besoins d'élimination et à ces différentes étapes. C'est pour ça aussi que dans mon livre, j'insiste un petit peu sur, 3 axes, que je réutilise beaucoup, en formation ou bien en accompagnement parental. C'est, la partie communication, ensuite la partie, conscience corporelle
clairement, on l'appelle également interoception. Et enfin, la partie motricité et autonomie. Et en fait, l'enfant a besoin de ces 3 axes-là à certains niveaux d'avancée pour être autonome. Et j'insistais vraiment sur la notion d'autonomie. Voilà, quand je parle même d'ABC vers la continence, je rajoute en autonomie. D'accord. Ah, qu'est-ce que tu entends justement par l'autonomie? Qu'est-ce que tu mets, derrière toi exactement? Parce que ça devient un mot tellement galvaudé, un peu fourre-tout finalement. Qu'est-ce que toi tu mets justement derrière ce terme? C'est peut-être lié à mon expérience en tant que rééducatrice, puisque la psychomotricité, c'est une rééducation. Et dans le domaine finalement du handicap et de la dépendance physique, psychique, etc., qui fait que j'insiste sur ce terme-là. Concrètement, quand on s'intéresse à l'enfant et qu'on par rapport à sa continence, ce qu'on veut savoir, c'est s'il est capable ou non de se rendre tout seul aux toilettes et de s'essuyer, de se laver, et cetera. Et là, on peut dire que l'enfant est autonome quand il gère sa continence. Mais moi, j'estime également que c'est pas parce que l'enfant n'est pas encore prêt à s'essuyer, par exemple, ou à retirer son pantalon, ou à allumer la lumière, ne serait-ce que ça, et qu'il n'est pas continent. En fait, l'environnement a un impact sur la gestion de la continence de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, quand il est tout petit, il est capable de sentir ce qui se passe dans son corps et de l'exprimer. Mais il ne peut pas encore dire les mots pipi et caca, les mots tant attendus. Pour autant, en fait, son système, il élimine, d'abord plutôt de manière involontaire, puis de plus en plus de manière volontaire. En fait, quand on va s'intéresser par exemple à l'axe de la communication, on va lui offrir les moyens de communiquer. Et on voit ce qui est un petit peu aussi très en vogue ces derniers temps, c'est finalement la langue des signes ou la En effet. communication gestuelle associée à la parole qu'on propose aux enfants. Et les enfants qui connaissent les signes pipi et caca, finalement, dès qu'ils peuvent l'utiliser, ils vont le faire. Maintenant, si je prends le même enfant au même âge, on va dire un enfant de 8 mois, parce qu'à 8 mois, il peut être en capacité de signer. On est d'accord qu'un enfant de 8 mois, il va pas pouvoir grimper sur les toilettes. Non, il va avoir du mal en Ouais, effet. c'est ça. Et du coup, on va dire qu'à ce niveau-là, il est pas encore très autonome, très au niveau motricité pour le faire. Pourtant, il peut communiquer avec ses parents. Le parent qui fait partie de son environnement va pouvoir le porter, le poser, l'installer tranquillement aux toilettes. En fait, tout est relié. Et finalement, quand un enfant est beaucoup plus grand, il va acquérir des praxies, par exemple en termes de déshabillage, retirer son pantalon, et cetera. Donc il sera beaucoup plus autonome, il va plutôt mieux gérer, et là, on va dire qu'il s'approche vers son autonomie presque ultime, parfaite, celle qu'on attend et qu'on n'a plus besoin de l'accompagner aux toilettes et de vérifier. Mais l'idée, c'est, tu vois, les 3 axes, ils sont vraiment interreliés et en fait, on va donner les outils à l'enfant. C'est-à-dire que même au niveau de la conscience corporelle, de ses besoins, de ses ressentis, heu, le fait qu'on ne les nomme pas, ça va faire que l'enfant va se dire que ces sensations n'ont pas d'intérêt, voilà, c'est juste quelque chose qu'il ressent et il y a pas de sens et ça s'arrête là. Alors qu'en nommant justement, les sensations, on voit par rapport à ce qu'on peut voir de l'enfant ou ce qu'il fait simplement, le fait, qu'il fait pipi, lui dire: «Là, tu es en train de faire pipi, la prochaine fois, je t'inviterai à faire pipi». Il va comprendre en fait ce qu'on veut dire par pipi. Parce qu'en fait, on est dans l'immédiat. L'enfant, il vit dans l'immédiat. C'est pour ça qu'on voit quand des enfants, ils n'ont pas, cette conscience corporelle, on va dire du fait d'éliminer, souvent les parents interviennent après. Ils vont dire à l'enfant: «Ah, tu as fait pipi». Il a fait pipi dans la couche il y a 5-10 minutes, il s'en souvient plus. Il sait même pas de quoi on parle. Mmh. On va lui montrer la couche qui est pleine, il va dire: «Bah, OK», mais en fait, il s'en souvient pas parce qu'il y a même pas eu de réponse sensorielle. Il se peut que justement, il a une tension en interne, un relâchement donc de ses sphincters et il fait pipi, mais comme c'est souvent des couches, classiques absorbantes, ça va annuler en fait ce qu'il a ressenti. Il va même pas s'en souvenir. Du coup, c'est intéressant d'intervenir avant l'expérience.
C'est très intéressant ce que tu dis et en effet, c'est là où on prend la mesure justement de la puissance de ton axe communication, dont tu parlais. Alors, on va les creuser, un à un dans un petit instant, mais auparavant, on sent à quel point, ton approche de la continence est particulière, et elle doit certainement souvent, être confrontée aux croyances, dans lesquelles on baigne tous puisqu'elles sont massivement véhiculées et colportées dans toute la société. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être prendre le temps, Rokia, de nous faire un point sur ces croyances liées à la continence et nous dire peut-être lesquelles sont celles qui ont le plus la peau dure, d'où elles viennent ces croyances et qui les a comme gravées dans le marbre de notre imaginaire collectif dès lors que l'on parle, comme tu dis, pipi, caca, continence et propreté. Alors comme je le disais, même au début de mes études, j'avais, très peu d'informations sur la continence. Je vais dire même au début, mais même à la fin de mes études, j'avais très peu de connaissances et à part se dire, oui, que l'enfant monte les escaliers, c'est signe de maturité. Je l'ai également dit, je le reconnais, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Sûrement parce que je trouvais que c'était, à l'époque, je connaissais pas ce terme-là, mais très validiste. Et je me suis dit: «Mais en fait, comment ça, quelqu'un qui est en fauteuil, il peut pas dire, qu'il va aux toilettes? Enfin, qu'il a besoin d'aller aux toilettes, ne serait-ce qu'on va le porter, le transférer jusqu'aux toilettes, c'est pas possible. Quand même, il y a quelque chose, ça peut pas être que les escaliers». On va dire, Comme base. repère, quoi. Voilà, Oui. c'est ça. Je me dis: «Mais ça reste vraiment très validif, ça reste centré sur une partie de la population, mais les autres?» Voilà, et les autres. Et de même, c'était une croyance, je trouvais également assez ethnocentrée, c'est-à-dire, très de culture occidentale avec, bah, nos, propres, biais scientifiques et cetera. Et finalement, ailleurs dans le monde, grâce à l'hygiène naturelle infantile, quand j'ai découvert, je me dis: «Mais en fait, je crois que la question des escaliers ne se pose même pas». Voilà. Une autre croyance, concerne l'image de l'enfant qu'on se représente. Le bébé par contre, pardon, qu'on se représente. C'est un bébé, souvent avec une couche. Allez, avec l'option tétine et biberon aussi, hein. Mais voilà, un bébé avec une couche. Un bébé, porte forcément une couche, donc un bébé qui ne porte pas de couche, limite c'est un bébé tout nu. Eh bien, en fait, non, il y a aussi d'autres, intermédiaires, c'est-à-dire qu'il peut très bien porter des vêtements sans être tout nu. Et puis surtout, que la couche, elle a pour objectif, en fait, de protéger la literie. Moi, j'aime vraiment donner cette définition-là. En fait, elle est là pour, séparer, bah, l'intérieur de l'extérieur et pas pour, tacher, souiller et cetera. Oui, c'est son but, mais aujourd'hui, elle est un peu prise comme, des toilettes, portables. Je m'explique. On voit beaucoup, d'enfants, par exemple, en train de faire des grimaces claires et nettes, qui sont en train de faire caca, si on peut dire ces mots-là, et on va lui dire: «Bah, vas-y, fais dans la couche là, comme ça, fais», parce que c'est devenu des toilettes, portables. D'ailleurs, on le retrouve, hein, dans les personnes en situation de dépendance, hein. Donc faites le lien tout seul. Alors qu'en réalité, si, on avait, donné accès à un endroit pour faire ses besoins, bah, on pourrait juste retirer la couche ou on va dire la protection si on est dans le domaine de la dépendance, chez l'adulte, par exemple. On a juste à retirer et le faire asseoir, justement, bah, sur les toilettes parce que ça existe, hein, on a des toilettes, c'est fait pour, hein, d'ailleurs. Faire asseoir et après on remet la couche. Et ça, c'est un petit peu compliqué à imaginer parfois pour certains parents. C'est-à-dire que oui, l'enfant peut garder la couche, mais en fait, on peut la retirer juste au moment de l'élimination et après remettre la couche. Hyper intéressant. Ça veut dire que toi, en fait, tu n'es pas pour, le fait de bannir les couches. C'est pas parce qu'on pratique, finalement l'ABC vers la continence en toute autonomie ou l'hygiène naturelle infantile, hein, appelons-le comme on veut, que, il faut pour autant, complètement se séparer des couches. Tout à fait. C'est rassurant ça, je pense, de se l'entendre dire. Mais en effet, cette croyance, on a l'impression que les bébés naissent avec des couches. Est-ce qu'il y a d'autres croyances justement auxquelles bute cette notion de la continence des tout petits enfants? Une autre croyance est, ce qu'on appelle souvent, bah, le déclic, comme si ça allait venir tout seul,
voilà, comme ça. Heu, alors qu'aujourd'hui avec, les neurosciences, on a bien, connaissance maintenant de la plasticité cérébrale et de comment se forment finalement, les circuits neuronaux. On sait que c'est par la répétition d'une expérience que le circuit se renforce et en fait, elle reste gravée, c'est un apprentissage qui reste gravé. La chose, c'est que on se dit que ça va venir tout seul, comme si c'était à l'enfant tout d'un coup de connecter toutes les informations autour de lui. Donc, c'est un enfant qui porte une couche depuis 2 ans et demi, 3 ans, et il faut qu'il comprenne de lui-même que les toilettes, c'est fait pour faire ses pipi et caca. C'est beaucoup de responsabilité pour l'enfant et en réalité, le parent, même s'il n'a pas l'impression de faire grand-chose, au final, il fait grand-chose, c'est-à-dire qu'il l'accompagne, il lui présente, etc. Et parfois, il peut se retrouver un peu maladroit, et d'où le fait qu'il vienne me contacter, par exemple. L'idée, c'est que avec l'hygiène naturelle infantile, c'est-à-dire plutôt quand on propose à l'enfant depuis qu'il est tout petit, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va lui proposer des expériences qui vont se répéter. Et à force de répéter ces expériences, l'enfant, il va intégrer des informations. Par exemple, il va intégrer, les mots, parce qu'on va les employer très tôt. Tu fais pipi, tu peux faire pipi, donc il comprend ces mots-là. Il va également intégrer tout ce qui est autour, de son corps. C'est-à-dire que l'enfant, il sait, quand il est porté d'une certaine manière, que c'est pour faire ses besoins. De quelle manière, justement, Rokia? Principalement quand c'est un bébé, on va le porter, contre soi, c'est-à-dire son dos contre notre ventre et on va lui relever, les jambes en posant par exemple nos mains sous, le creux de ses genoux. En fait, on va le porter un peu face au monde, mais en accroupi, mais porté dans le vide, on Ouais, va dire comme ouais, ça. Et en fait, au début, ça va un peu l'étonner parce que souvent quand le bébé il est petit, on le porte contre soi, mais ventre contre ventre. complètement. Et là, en fait, il va découvrir une nouvelle position et il va se dire: «Bah, en fait, c'est assez confortable. Déjà, moi, je suis face au monde, c'est génial et en plus, je me sens un peu soulagée». Du coup, cette position-là, il va, dès qu'il va y faire pipi ou caca 1 fois, 2 fois et cetera, parce que justement, c'est par la répétition, de cette expérience que l'enfant va intégrer que quand mon parent me porte comme ça veut dire, que, je peux faire, pipi et caca. C'est qu'on a mis des conditions, idéales pour faire. Ça se remarque justement quand un enfant, il est en portage, on va dire en écharpe, et qu'il se débat, il veut sortir. Pourtant, on dit: «Mais il est bien en écharpe». Il se débat parce qu'il a pas la position, qu'il veut. Il veut pas souvent éliminer sur son porteur. Généralement, les enfants ne veulent pas éliminer sur leur porteur, mais après ils le font parce que, voilà, si on le laisse, il va faire, hein, au bout d'un moment. Et quand on va le porter différemment, il se dit: «Là, mon parent, il a compris ma demande». Très intéressant. Un enfant qui va commencer à pleurer, qui va montrer, des signes d'inconfort, le parent, il va le porter contre soi, ventre contre ventre, l'enfant n'est pas content. Il est pas satisfait. Non, le parent va le porter différemment, comme pour l'endormir, par exemple, un peu sur, les côtés. L'enfant, il est pas content. C'est pas ça qu'il veut. En l'emportant une 3e fois dans la position d'élimination, parce que jusqu'à là, on l'a déjà proposé, hein. Il faut déjà qu'il y a une installation qui a été faite, des expériences répétées. Là, l'enfant, il se dit: «Là, mon parent, il m'a compris». En fait, il n'y a pas de déclic, mais il y a de la part finalement du parent, énormément d'observation, du comportement, son tout petit. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je pense que ça fait encore partie des croyances. En fait, c'est pas une observation, énorme en plus, c'est juste que c'est une idée qui passe pas par la tête des parents. Mmh. En fait, on se dit pas qu'il y a d'autres besoins que sommeil, la faim. Alors que le besoin d'élimination fait partie des besoins physiologiques primaires également. Pour toi, quand est-ce qu'on commence, finalement cet accompagnement, vers la continence? Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'il y a une étape de maturation justement en particulier qui est propice, pour commencer cet accompagnement? Il y a des familles qui commencent dès la naissance, puisqu'elles ont en tête que ça fait partie, des besoins primaires. C'est-à-dire que, la mère, notamment, puisque c'est elle qui met au monde l'enfant, va essayer de tenir l'enfant contre elle, lui donner le sein par exemple, le coucher et puis se dit ou le découvrir s'il a trop chaud et cetera. En fait, elle la maman qui a conscience que ça fait partie des besoins primaires physiologiques, elle a comme dans sa tête, c'est une possibilité. Et du coup, là, à ce moment-là, elle peut
très bien proposer à son enfant tout de suite. Souvent, quand il est tout petit, on va proposer un petit pot de glace, hein, quelque chose en plastique, ou une petite bassine qu'on a à la maison, et et lui proposer donc d'éliminer. Je pense que tant que c'est pas en tête, en fait, on va pas lui proposer. En effet, enfin, je me permets de parler de mon expérience personnelle. Avant que tu n'abordes le sujet avec moi, je n'aurais jamais osé envisager, proposer, à un tout petit, à un nouveau-né, en fait, finalement, d'éliminer autrement que dans une couche. C'est ça. Et après, c'est une croyance collective, c'est-à-dire nous sommes pas non plus dans une culture qui encourage cela. Ça fait pas partie simplement de notre checklist dans notre tête. Tiens, bébé a froid, il a chaud, il a soif, il veut un câlin, il veut dormir, mais le fait qu'il pourrait être inconfortable parce qu'il a besoin d'expulser ses premières selles ou ses urines, ça ne passe pas du tout par la tête. Du coup, Rokia, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis et te poser une question un peu poil à gratter parce que je sens que l'on peut naturellement se la poser tout bas. Hem, J'aimerais qu'on se résume sur, les bases finalement de cette ABC vers la continence, de cette hygiène naturelle infantile. Qu'est-ce que cet accompagnement vers la continence implique en termes de posture et d'arguments et d'organisation, pardon? Et est-ce que finalement, elle ne peut pas être vécue comme une charge mentale supplémentaire dans la vie de parents, voire dans la vie des mamans, comme tu le disais? C'est comme un investissement aujourd'hui pour après. Ça, c'est comme aujourd'hui ce qu'on voit dans les autres formes d'accompagnement, de l'enfant au niveau de ses émotions. Ça Au début, ça prend du temps à mettre des mots sur les émotions de l'enfant pour qu'il les identifie, après pour qu'il puisse les rappeler et faire les liens. C'est un peu la même chose, en fait, parce que c'est quelque chose de nouveau, donc forcément, on a l'impression que c'est un rajout. Du coup, comment moi je l'aborde, c'est en l'associant à quelque chose qu'on fait déjà. Pourquoi? Parce que ça fait une économie au niveau de la tête En et effet. parce que ça s'intègre déjà dans une routine. Concrètement, quand un parent veut, tenter de faire l'hygiène naturelle infantile, je ne veux pas qu'il y pense toute la journée. C'est pas du tout comme ça qu'il faut aborder, cet accompagnement parce que sinon, ce qui se passe, c'est qu'on lâche. À savoir que ce que je raconte là, on parle d'un bébé ou d'un nourrisson, mais en fait, c'est valable pour un enfant qui est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que quand parfois on a des parents qui ne sont pas du tout préoccupés jusqu'à là, on va dire, de comment accompagner son enfant parce que c'est dans la culture que l'enfant porte une couche, jusqu'à 2 ans, jusqu'à ce qu'il monte les escaliers et cetera. Donc voilà, c'est quelque chose qui apparaît pas dans la tête, du parent, comme un pop-up, disons, qui n'apparaît pas du tout et au moment où il se dit: «Allez, on y va», là, il va se mettre une grande pression. Parce qu'il va essayer d'y aller à fond. C'est la même chose, hein. Vraiment ce que je raconte, on le retrouve chez les enfants qui sont plus grands, avec les enfants qui sont tout petits. C'est pour ça que j'aime bien parler d'accompagnement, finalement, du besoin d'élimination, parce que l'hygiène naturelle infantile, c'est comme si ça se concentrait que sur les petits. Parce que c'est un petit peu ça dans la définition initiale de l'hygiène naturelle infantile, c'est un petit peu pour les enfants de moins de 18 mois. D'accord. C'est bien déjà de recadrer ça, de se rendre compte en effet qu'on peut commencer aussi bien avec un nouveau-né qu'avec un petit qui est en train déjà d'uriner et de déféquer dans des couches. C'est super intéressant. Comment du coup décharger cette charge? Comment le soulager? Comme je disais, c'est en l'associant déjà à des, moments, des routines déjà qui existent pour le parent et pour l'enfant. Donc, ça peut être, dès le réveil, les 1res tétées ou, le premier biberon. On peut justement à ce moment-là entrouvrir la couche et mettre une bassine ou le pot à disposition. Au début, ça peut être une élimination un peu réflexe et hop, le parent va commencer à installer la position, lui dire: «Ah bah, voilà, c'est comme ça qu'on fait pipi» et cetera. On va lui représenter une position et comme ça, les prochaines fois, dès qu'il voudra, hop, on le remet dans une autre position et petit à petit, il va assimiler cette position avec le fait d'éliminer. En fait, voilà, je propose qu'on fait en même temps parce qu'on est déjà avec l'enfant. Souvent, quand on imagine l'hygiène naturelle infantile, ou même d'ailleurs chez les enfants plus grands, c'est qu'on est en train de faire notre journée et hop, on a une alarme dans la tête, il faut qu'elle aille aux toilettes. En fait, ça marche pas comme ça.
Parce que l'enfant, il est pas réceptif et peut-être que c'est pas du tout le bon moment pour lui, de faire pipi. On va se retrouver face à un échec personnel en tant que parent et en même temps un échec, personnel vis-à-vis de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant se dit: «Mais en fait, je sais pas faire pipi. À chaque fois que mon parent me propose, il y a pas de pipi et je fais pipi tout le temps dans ma couche». Donc au bout d'un moment, lui, il va enregistrer cette expérience de manière, négative, ce qui se comprend. L'objectif, c'est du coup, de tomber sur les bons moments, les moments qui sont plutôt favorables. Les moments favorables, ça peut être finalement le matin, ça peut être après chaque repas, on essaye d'y aller. En fait, il y en a plusieurs et on les associe déjà à des moments dans la journée. Que ça soit un enfant, qui est tout petit, bon, souvent quand il est petit, il tète ou il à la demande, donc ça peut être un peu n'importe quand, si on veut. Mais quand pour un enfant qui est plus grand, il a un rythme déjà intégré dans sa journée. Et en fait, on l'associe à un moment qu'il existe déjà. Le fait qu'après manger, il va peut-être aller se débarbouiller le visage, se laver les mains, on va en profiter pour faire un petit tour aux toilettes. Tout en sachant que justement ces routines-là, le fait d'associer un moment à un autre, normalement, je précise, normalement, on les retrouve en école maternelle. En tout cas, la première année. Raconté comme ça semble, j'allais dire presque facile. Est-ce que la mise en place de cet accompagnement, demande quelque chose en termes de matériel, d'équipement, d'agencement de l'espace? Finalement, de quoi est-ce qu'on a besoin pour pouvoir mener à bien cet accompagnement vers la continence que l'on commence, aux côtés d'un nouveau-né, ou peut-être avec un petit enfant un peu plus âgé? On doit reconnaître qu'on est dans une société qui a besoin d'être beaucoup rassurée avec du matériel. Au niveau, voilà, de l'environnement, notamment parce que l'environnement, il est pas pensé pour les enfants, même à la maison. C'est-à-dire qu'ils sont je plaisante, mais quand on me dit, «Oui, charmante maison, idéale pour les familles», c'est marrant les toilettes c'est que pour les adultes. Le lavabo, c'est que pour les adultes. Enfin, Rien vous n'est voyez? à leur hauteur. Voilà, donc déjà l'idée, d'accepter que l'environnement n'est pas construit, pour les enfants. D'où le fait qu'on a besoin des choses qui vont rassurer, aussi l'enfant et le permettre, de gagner en autonomie. Ça peut être un marchepied pour grimper sur les toilettes ou bien un marchepied pour aller se laver les mains. Donc déjà, on sait qu'on a besoin un peu de matériel, si on veut qu'il gagne en autonomie, sinon on va passer notre journée à le porter jusqu'aux toilettes ou le porter jusqu'à se laver les mains. Mais en soi, en réalité, on a déjà, ce qu'il faut à la maison. On a un lieu qui est, dédié pour l'élimination des besoins et ça l'enfant, il est capable, de le reconnaître et de l'assimiler. Tu parlais, justement d'un pot de glace pour, les tout petits bébés. Je reviens vraiment aux bébés, aux nourrissons, aux nouveau-nés. C'est vrai que c'est finalement 3 fois rien, un pot de glace, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres endroits où, toi, tu as l'habitude d'inviter les parents à aller proposer à leur bébé, d'uriner ou peut-être même d'aller à la selle? À la naissance, en effet, on peut proposer un petit pot de glace ou, simplement une bassine, hein, qu'on peut trouver, facilement dans les bazars, voilà. Il y a pas besoin vraiment d'investir et ensuite, il y a d'autres lieux aussi, qui est souvent assimilé à l'hygiène naturelle infantile, quand le petit, je précise bien, quand il a moins de 6 mois, de 0 à 6 mois, c'est le lavabo et uniquement si l'enfant est allaité exclusivement. Parce que les selles de l'enfant allaité, elles sont hydrosolubles. Donc ça veut dire qu'on met de l'eau et tout d'un coup, elles disparaissent. C'est magique. Ah oui, donc ça ne bouge pas les canalisations ni rien. Par contre, un enfant qui n'est pas allaité exclusivement, j'ai pas la garantie des selles hydrosolubles, bien au contraire. Ne pas tester donc. Donc voilà, à éviter, sauf si on est certain qu'il n'y aura qu'un pipi et pourquoi pas, prévoir de mettre, la bassine dans le lavabo. D'accord, Voilà, d'accord. pour recueillir, les selles si jamais il y en a, si on est confortable, au niveau du lavabo. Donc là, voilà, vous voyez, on peut associer, les 2 éléments ensemble et après, 6 mois, là, on peut commencer à, proposer les toilettes, soit en le portant, soit en le faisant, asseoir, avec nous, parfois aussi comme, support pour, l'aider. C'est-à-dire, sur la cuvette, hein, à 2, hein. D'accord. Il y a de la place, hein, il a que 6 mois. Ou bien, voilà, quand il est un peu plus, à l'aise et qu'il a bien la posture assise, mettre, un réducteur et cetera. Et ne pas hésiter à varier,
aussi. C'est-à-dire, se dire: «Bon, si cette position, il est pas confortable, on va essayer de trouver une autre position». Comment est-ce qu'on observe qu'il est pas à l'aise? Il doit gigoter, il doit certainement se débattre et ne pas forcément vouloir rester dans la position qu'on lui propose, c'est ça? C'est ça et moi, je parle aussi beaucoup de variables. C'est-à-dire que quand on va proposer quelque chose de nouveau à l'enfant, on propose pas tout nouveau. C'est-à-dire qu'on prend en compte, les similitudes. Voilà, je le disais, si on va faire une évolution du tout petit, bébé à un enfant plus grand, le tout petit, la première fois qui va sûrement, faire ses besoins devant nous, par exemple, quand on est en train de lui donner le sein ou on lui donne le biberon, il va sûrement le faire en position, allaitement ou biberon sur les côtés. Il va faire un petit pipi caca de cette manière, donc il est pas encore en position, élimination comme je le disais tout à l'heure. Mais il va avoir, cette bassine ou ce pot de glace. Il va le reconnaître, on lui dit: «Bah, encore, 1 fois, 2 fois, là tu fais pipi» et après on va petit à petit l'orienter vers une nouvelle position, mais on garde le même pot. Comme ça, il se dit: «C'est le même point de repère». D'accord. Après, une fois qu'il a bien enregistré la position, là, on peut inclure un nouveau pot, une nouvelle bassine, par exemple. Si on Mmh. voit que le pot de glace, il nous convient pas, on a acheté un petit pot, qui nous plaît mieux, là, on le propose parce qu'en fait, on va maintenir la même chose, on va tenir la même variable, c'est-à-dire la position et cette position-là, on va la maintenir au lavabo. En fait, il va retrouver les mêmes éléments et du coup, après, quand il va passer aux toilettes, on reprend la même position, peut-être quelques fois. On va voir que c'est peut-être pas très confortable pour nous et après, comme l'enfant, il aura assimilé l'endroit, là, on peut commencer à trouver une nouvelle position et ce qui, est impressionnant, c'est que vraiment l'enfant, se base beaucoup sur les éléments qu'il trouve autour de lui au niveau de l'espace. Un enfant, il repère très bien, là où il dort, là où il mange. Voilà, un enfant quand il commence à diversifier, il sait ou même d'ailleurs, même avant, hein, bon, si on parle du sein ou du biberon, il sait très bien que s'il pleure et on retire le t-shirt, on le soulève, il sait qu'on va lui donner le sein, il va pouvoir se calmer le temps, qu'on lui donne le sein. Parce qu'il a repéré. C'est pareil pour les repas. C'est-à-dire qu'un enfant qui va se mettre à pleurer parce qu'il a faim, une fois qu'on va l'installer à la table, il se dit: «Tiens, je sais ce qui se passe après», parce qu'il a l'habitude. Il a appris. Il sait que là, on va lui donner à manger. Ou peut-être qu'il va pleurer jusqu'à ce qu'on lui montre le bol. Vous voyez, on va lui rappeler des éléments qu'il connaît et c'est pareil pour le besoin d'élimination. C'est-à-dire que au début, quand un enfant il va éliminer dans un nouvel endroit, parce il va pas peut-être éliminer que chez lui, hein, que dans les toilettes à la maison, mais peut-être dans les toilettes chez d'autres personnes. Au début, il peut être un peu dérouté, mais il va reconnaître parce qu'il reconnaît la même position, il reconnaît à peu près les mêmes éléments. Et c'est des anecdotes que je chéris très fort, en tout cas en ce qui concerne mon fils quand j'allais ailleurs et je l'emmenais dans la salle de bain des autres. Je demandais toujours l'autorisation hein, quand même et je demandais toujours le spray de Javel en plus. Si jamais, voilà, comme ça, dès que c'est fait, je nettoie aussitôt. Je suis devenue très habile en portant d'un bras. Bien te croire. Vrai. Et en fait, je voyais mon enfant qui observait tout. Est-ce que ça la vasque, il observait le robinet, il observait si c'était pareil. Ah, incroyable. Il avait quel âge à l'époque? Alors si j'étais encore au lavabo, c'est qu'il avait moins de 6 mois. Ouais, d'accord, OK, forcément. Oui, forcément, parce qu'après, je voyais que c'était le même phénomène quand il était, ailleurs. C'est-à-dire, enfin, quand il était ailleurs ou quand il allait dans les toilettes, quand il a commencé à grandir. C'était la même chose, en fait, il avait besoin d'être rassuré et que c'était pareil. Il y a rien qui changeait. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que le fait de, comprendre concrètement le besoin d'élimination du bébé, peut justement aider, à accompagner, cette maturation? En d'autres termes, à quoi tient cette capacité à éliminer, de nos bébés? Commençons peut-être par les urines et puis parlons après des selles. En effet, moi, je suis persuadée qu'en ayant les connaissances, en sachant pourquoi, comment, j'aime bien dire le pourquoi du comment, je suis persuadée justement que, le parent sait où il va. Lorsque le parent a les clés, a tout le savoir nécessaire, sur le pourquoi du comment, l'enfant élimine, l'intérêt de telle position, l'intérêt, de répondre, lorsqu'il manifeste un signal particulier. Je pense qu'après le parent est convaincu, lui-même de la démarche et peut être beaucoup plus à l'aise dans son accompagnement. Le podcast n'est peut-être pas le support qui s'y prête le mieux, mais
comment finalement, s'exprime ce besoin d'élimination des urines, par exemple, d'un bébé et puis on parlera des selles par la suite. Qu'est-ce qui se passe dans son corps très concrètement? À la naissance, il faut savoir que donc les éliminations, au départ, des urines et des selles, c'est, involontaire et inconscient. C'est-à-dire que, c'est par réflexe. Il ressent, le besoin, d'éliminer, ça sort. Ça peut rester réflexe très longtemps, tant que l'enfant en fait, n'a pas l'occasion, d'être plus acteur. Je vais comparer avec, les réflexes de l'enfant quand ils sont tout petits, par exemple, le grasping, voilà, pour attraper, il attrape un petit peu au début par hasard, heu, la le doigt du parent, le t-shirt du parent, il attrape un peu par hasard, puis les doudous un peu par hasard et il se rend compte qu'il y a un effet et puis petit à petit, il va affiner, ça deviendra moins réflexe. On passe d'une motricité involontaire réflexe à une motricité volontaire et consciente. Pourtant, on est d'accord, c'est les mêmes muscles Complètement. et c'est pareil. C'est-à-dire que les sphincters, de l'enfant au tout départ, heu, relâchent de manière involontaire, et inconsciente, mais ils vont, pouvoir devenir de plus en plus conscients et volontaires. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être forcément aussi habile, qu'après, plusieurs mois d'expérience. On est bien d'accord? C'est comme pour la motricité, manuelle et fine. Il faut exercer, de plus en plus pour que, l'enfant soit à l'aise et là, c'est pareil. Au début, quand on, propose à l'enfant, d'éliminer, ça au début, on le prend un peu de manière réflexe, puis après on va l'inviter de plus en plus, grâce aux différents endroits, positions et cetera. Tous ces facteurs-là, ces variables-là qui vont permettre à l'enfant d'être rassuré et là, l'enfant va pouvoir, relâcher de manière de plus en plus volontaire. Il est capable d'attendre que le parent, le porte d'une certaine position, retire sa couche, parce qu'il est pas obligé d'être nu, hein, je vous l'ai dit. Oui. Le temps que le parent retire la couche, il peut attendre et après il va faire pipi. Il va faire caca et plus on lui proposera au bon moment, parce que c'est le moment où il a besoin de faire pipi ou faire caca, donc de manière volontaire finalement, c'est-à-dire qu'on va pas le laisser, éliminer de manière, réflexe, comme ça dans la couche, de manière presque anarchique, parce qu'en fait on va l'inviter à des moments, des positions. Plus en fait on va l'inviter, plus en fait on va lui proposer, plus son expérience en fait elle va s'enrichir. Il va maîtriser de mieux en mieux. Puisque comme je le disais, quand il est tout petit, même s'il voudrait, heu, éliminer par exemple au-dessus du lavabo ou aux toilettes, il peut pas le faire. Il a besoin du parent pour y aller. Donc il reste encore très, très dépendant du parent. Donc c'est pour ça que quand il est petit, il va, s'exprimer de plus en plus fort, parce il a eu une réponse à ses premières expressions. Il va peut-être signer, il va peut-être dire le mot pipi, il va peut-être pointer en direction des toilettes. Hem, il va peut-être des fois parfois regarder de manière intense, le parent pour dire: il y a quelque chose là, tu arrives à me comprendre?» Et là, le parent, il répond, en fait. C'est vraiment de la communication comme tu le disais et du coup, Rokia, est-ce que ça fonctionne de la même manière pour les selles que pour les urines? Là, on parlait exclusivement des urines, mais qu'est-ce qu'il en est du réflexe d'élimination des selles? Il y a un réflexe qui s'appelle, réflexe gastrocolique par rapport au sel. C'est-à-dire que c'est un réflexe qui va s'activer, dans les 5 à 45 minutes, après l'ingestion d'aliments. C'est une fenêtre pour proposer à l'enfant, d'aller éliminer ses selles. Ce qui est étonnant justement pendant, mon travail de recherche, c'est que j'ai eu des témoignages de parents qui n'ont pas nommé cela HMI ou, accompagnement de besoin d'élimination. Il y a des parents qui ont dit: «Bah, en fait, moi, je voulais économiser des couches. J'ai vu qu'après chaque déjeuner, mon enfant avait besoin de faire caca. Alors j'ai commencé à l'installer aux toilettes, mais juste pour le caca». C'est génial. L'avantage de proposer à l'enfant, d'éliminer ses selles aux toilettes au plus jeune âge, vraiment, je suis de plus en plus persuadée que l'idéal ce serait de le faire au moins à partir de 6 mois parce que là, l'enfant est diversifié, on a un meilleur rythme d'élimination, on est un peu moins pris au dépourvu. Plus tôt on va proposer à l'enfant d'éliminer, ses selles aux toilettes, plus tôt ça va devenir naturel pour lui. Ça veut dire que ça va être normal pour lui, d'éliminer aux toilettes et moins on va rencontrer des appréhensions, que les enfants plus âgés ont. Déjà parce qu'on leur enseigne une bonne position,
une position, on essaye un peu physiologique, mais surtout qu'on va pas mettre un obstacle au niveau de l'anus, au niveau du sphincter. Donc il n'aura pas besoin de pousser très très fort, puisqu'il y a l'espace pour. Et il va trouver que faire caca, c'est plutôt agréable. Mmh. Alors que justement avec la couche, il va apprendre, parce qu'en fait tout est apprentissage. En fait, il va renforcer ses propres circuits de lui-même, hein, en faisant caca debout, en faisant caca peut-être parfois assis sur ses fesses quand il joue, ou allongé, enfin dans les positions un peu improbables, parce que quand il est tout petit, bah c'est ce qu'on fait en fait, hein, quand on laisse l'enfant avec la couche, on l'enseigne pas la position. Et du coup, c'est pas agréable pour lui. Il le fait parce que c'est un réflexe, il faut que ça sorte. Mais du coup, l'emmener après aux toilettes, ça peut être plus compliqué. Parce qu'il ne sait pas comment il fait caca. C'est un réflexe qui est arrivé et il répond sans vraiment le maîtriser. Si on a raté le coche, j'allais dire, de la naissance, si on n'a pas commencé au moment de la diversification comme tu l'indiquais, aux environs de ces 6 mois, est-ce qu'il existe peut-être une fenêtre d'opportunité pour s'y mettre et qui pourrait d'ailleurs être liée à un développement, du tout petit? J'appelle cela les fenêtres d'intérêt. On peut appeler ça pourquoi pas fenêtre d'opportunité, parce que dans le développement de l'enfant, il y a des moments, en fait, il va un peu revenir sur ses sensations à lui. Quand il est plus grand, il a un intérêt vers l'extérieur. Je précise, à la naissance, entre 0 à 6 mois, l'enfant a un intérêt sur lui-même. C'est-à-dire que de toute façon, il est peu mobile, on va dire de manière volontaire. Il est beaucoup sur ses sensations à lui, ce qu'il perçoit du monde. Il est très égocentré à ce moment-là parce que ce qui l'intéresse, c'est ses sensations. Tout est nouveau. Il vient de sortir du ventre de sa mère. Pour lui, voilà, le chaud, le froid, c'est nouveau en termes de sensations. La faim, alors qu'avant il était alimenté de manière continue. Tout ça, c'est nouveau en fait. Et même l'élimination, c'est nouveau pour lui. Donc il va être très centré sur ses sensations et en fait, tout pour lui au début peut sembler être désagréable, inconfortable, parce que c'est la nouveauté et il le manifeste. Du coup, c'est pour ça que c'est une bonne période justement pour démarrer l'hygiène naturelle infantile parce qu'il est dedans. Donc en fait, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est désagréable en lui, il a une réponse et ça et tout va bien. Pour lui, c'est cohérent. À partir de 4 mois, 5 mois, 10 mois, là, il va commencer à faire les premiers retournements, les premiers déplacements. D'accord. Et ce qui se manifeste par de l'intérêt vers l'extérieur aussi. Donc, il y aura peut-être moins d'intérêt sur ce qu'il ressent à lui parce que ça fait déjà plus de 6 mois qu'il est sorti. Hein. Ça y est, il a compris. Il sait c'est quoi les sensations, qu'on ait répondu ou pas. Mais en tout cas, voilà, ça lui passe un petit peu d'intérêt. Et après, plus tard, quand il grandit encore, là, on passe sur la période de la verticalité. Il s'assoit, il se met debout, etc. Il va se marcher. Donc, il est vraiment un intérêt pour l'espace autour de lui. Donc, moins sur lui-même. Mais heureusement que pendant cette période-là, quand même, il y a des fenêtres d'intérêt, c'est-à-dire que il va exprimer une curiosité sur ce qui se passe dans son corps. Il va exprimer peut-être une curiosité sur, en fait, ça sert à quoi cette pièce-là, les toilettes? J'y suis jamais allée. Ça sert à quoi cette pièce? Ou des choses en fait assez subtiles en fonction de son âge. Plus, quand il est grand, il va l'exprimer hein, de manière plus orale, disons. Mais ces fenêtres d'intérêt là, elles sont intéressantes de les saisir pour répondre à son besoin. Beaucoup de parents me disent mais moi j'ai vu à un moment il y a une période où il était très intéressé, il regardait beaucoup vers le bas de son corps, il posait la main dessus comme s'il y avait quelque chose, mais je réagissais pas. Je savais pas quoi faire. Ou bien il y a une période mon enfant il voulait plus porter de couche, mais je trouvais qu'il était un peu petit, donc il garde encore la couche. Etc. En fait, l'enfant il va manifester un petit peu un intérêt autour. Ça va pas des fois durer longtemps, mais c'est intéressant de la saisir, comme ça on y répond. En fait, c'est l'absence de réponse qui fait que l'enfant va se renforcer dans son expérience actuelle. Du coup, par rapport à ce que tu dis, moi j'aimerais savoir, Rokia, si tu as assez de recul pour nous dire quelles sont peut-être, les difficultés, les obstacles, les freins les plus compliqués à surmonter, pour réussir à mettre en place cette, hygiène naturelle infantile. En tout cas, qu'est-ce que toi tu observes à l'échelle des familles que tu accompagnes?
En toute transparence, quand j'ai commencé les accompagnements, je m'attendais à avoir une, population de jeunes parents qui voudraient mettre en place l'hygiène naturelle infantile. Donc qui voudraient un petit peu de petits conseils et cetera, en plus, du livre ou, je m'attendais à cette population-là et au final, j'en ai pas, c'est pas la majorité, bien au contraire, la majorité, ce sont les enfants qui sont plus âgés. Ah! Ah oui, D'accord. oui, des enfants qui vont entrer en école maternelle la plupart du temps. Parce que justement, il y a pas eu ces connaissances-là qui étaient pas accessibles, hein, clairement, à ces parents-là. Ce qui fait que les difficultés ont commencé à se cumuler. C'est des petites difficultés, hein, mais cumulées, disons. Et après, moi, je dois redécoudre un petit peu ce qui s'est passé et après remettre les bases. Et quand je remets les bases, je donne toujours la théorie neuroanatomique, neurophysiologique pour comprendre le fonctionnement de l'élimination. Chose que j'ai pas vraiment eu le temps de développer là durant le podcast, mais c'est un point essentiel pour que justement le parent comprenne en fait pourquoi je propose tel ou tel outil pour tel ou tel enfant. Autre recul aussi, il y a encore quelques années sur les groupes HNI, il y avait par exemple sur Facebook, il y avait finalement peu de parents et c'était encore assez timide. C'est-à-dire qu'on était moins nombreux et en plus des fois peut-être qu'on savait pas comment poser les questions et du coup moi j'intervenais un peu pas mal aussi pour rappeler un peu les bases du développement. Mais maintenant j'y vais même plus. Il y a tellement plus de parents et en fait les parents ils sont beaucoup plus à l'aise à la pratique de l'hygiène naturelle infantile. Ils rencontrent moins d'obstacles, j'ai l'impression qu'avant. C'est Et en génial. fait, les obstacles qu'ils rencontrent finalement, enfin que moi j'observe, ce sont pour les enfants qui sont plus grands. Parce que je pense que quand on fait l'hygiène naturelle infantile, on sait qu'il y a, j'appelle pas ça forcément des hauts et des bas, mais ça se comprend. Il y a, voilà, on sait pas trop, il y a des périodes plus ou moins investies, pas investies, etc. Le parent, il le sait, il sait que c'est un processus qui prend du temps, mais qui va installer les bases. Et comme ces bases, elles sont là, ça reste. Ça peut être, par exemple, ce que j'appelle une grève de peau. C'est pas pareil qu'un refus de peau. La grève, c'est suite à une période où l'enfant a déjà fait pipi, caca dans le pot ou les toilettes. L'idée, c'est là. Et en fait, il traverse une grève, ça l'intéresse plus. Pour moi, c'est normal que ça l'intéresse plus parce qu'il a déjà vu ce que c'est. Il a déjà expérimenté, c'est bon. Au bout d'un moment, c'est pas drôle. Ça l'intéresse plus. Il préfère expérimenter, je sais pas, d'autres formes de jeux, d'autres, Quelque chose de nouveau peut-être aussi. voilà, c'est ça. Pour ça, lui, ça l'intéresse plus, donc ça, c'est un peu une grève. Donc le parent se dit, bah, il veut plus y aller. C'est une forme de grève, puisque c'est suite à une période où l'enfant a été souvent aux toilettes. Là, ça l'intéresse plus. Mais le parent qui fait l'hygiène naturelle infantile, il le sait d'emblée que ça peut arriver. Pourtant, il va pas forcément arrêter. Il va maintenir toujours en fait le contexte, le cadre, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, bah écoute, moi je continuerai de te proposer parce que ça existe toujours le besoin d'élimination. Ok, là, ça ne t'intéresse pas, mais tous les jours on va continuer à faire pipi, tous les jours on continue à te faire caca, donc ça existe. Contrairement aux parents qui n'ont pas conscience de ça, qui se disent qu'elle va venir par déclic. Du coup, ce n'est pas une manière de mettre la pression à l'enfant que de continuer à lui proposer. Pas du tout. Par contre, ça peut être l'occasion justement de renouveler. Comme on disait, il y a plus d'intérêt pour l'enfant, donc peut-être changer de position, peut-être lui donner d'autres responsabilités, c'est-à-dire qu'il a le droit peut-être d'allumer la lumière, c'est tout bête, hein, qu'il a le droit de préparer le papier pour s'essuyer, qu'il a le droit de baisser son pantalon tout seul. Peut-être qu'à ce moment-là, ça l'intéresse pas parce que c'était le parent par l'habitude, il continue à le faire. Souvent, bah, parce qu'on veut faire vite. Et peut-être qu'en fait, en lui donnant d'autres responsabilités, ça lui donne un autre intérêt. Et souvent, ça remet de l'élan. C'est pour ça que j'aime beaucoup parler d'accompagnement parce qu'on suit l'enfant et on le suit dans ses progressions en termes de communication, mais également en termes de motricité.
comme dans toute aventure, il peut y avoir des avantages et des inconvénients. Est-ce que toi, tu as déjà pesé le pour et le contre de l'hygiène naturelle infantile, de cette ABC vers la continence en toute autonomie? Et si oui, qu'est-ce que ça donne à tes yeux? C'est peut-être une déformation professionnelle encore, mais je plaisante souvent, mais c'est vrai que je dis: «Moi, je connais la fin de l'histoire». C'est-à-dire que, je vois, les conséquences justement du non-accompagnement. Je ne sais pas si c'est le terme exact, puisque finalement, c'est là que j'ai le plus de parents qui me contactent. Je vois justement les conséquences, des familles qui ne connaissaient pas et la plupart du temps finalement viennent à me dire que, bah, si j'avais su. Ben, on pouvait pas savoir. Moi aussi, il y a des choses que je ne savais pas, hein. J'ai donné des conseils aussi à l'époque, hein, je dis bien. Mmh, donc il y a pas à avoir de culpabilité, mais je vois tellement les avantages finalement sur, l'enfant et par rapport à sa conscience corporelle. C'est vraiment pour moi la partie la plus importante. C'est-à-dire que l'enfant, il est dans la connaissance de lui-même. Il peut, dire s'il a besoin, d'aller aux toilettes ou pas, si c'est un gros besoin, un petit besoin, c'est-à-dire besoin pressant ou pas pressant. En fait, il découvre, en fait, toutes les nuances, de ses sensations parce qu'on l'accompagne depuis, tout petit et on l'aide justement, à connaître son corps. Vraiment à voir, les graduations, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, je me contente pas de dire: «Est-ce que tu as besoin ou pas besoin de faire pipi?» D'ailleurs, les affirmations comme ça, on peut être sûr on est face à un non, hein. Ça peut être une contrainte sur le moment présent parce que ça ressemble à un investissement vraiment de départ, mais après, tout est plus fluide. Alors, je précise que pratiquer ou non l'hygiène naturelle infantile ne va pas signifier si un enfant va être plus autonome ou pas avant un autre. Comme j'ai expliqué, l'autonomie, c'est dépendant de plein de choses, hein, de l'environnement, de ce qu'on attend de la définition de l'autonomie. Voilà, si on attend que l'enfant fasse tout de A à Z ou au moins qu'il aille aux toilettes et après qu'on passe derrière lui ou pas. Voilà, la définition de l'autonomie, elle est quand même propre à chaque famille. Mais l'idée, c'est que l'enfant, pour lui, c'est fluide, c'est naturel. Alors qu'un enfant qui a toujours éliminé en couche, quand le parent va lui proposer du jour au lendemain, de faire ailleurs, il peut avoir beaucoup d'appréhension. On a vu du coup tout à l'heure que déjà, on amène un peu les changements petit à petit. Même lors des grèves, on amène, une nouveauté, mais petit à petit. On bombarde pas l'enfant avec trop d'informations, jusqu'à ce qu'il soit assez sûr de lui-même, qu'il a assez confiance et qu'on propose autre chose. Et là, en fait, c'est un peu ce qui se passe pour les enfants qui sont plus grands. En fait, on va intervenir après, plusieurs mois, d'habitude, de faire dans la couche. Et là, l'enfant peut être un petit peu, dérouté, d'autant plus quand tout d'un coup, il y a une sorte de deadline et ça dépend quand on s'y prend ou pas. Donc on s'y prend 6 mois avant ou on s'y prend 2 mois avant. En tous les cas, il y a une deadline. Même si on nous dit que, c'est pas très grave et cetera, le parent, il l'a, l'enfant, il le ressent et même dans cette deadline-là, qu'on ait 2 semaines ou 1 mois ou 6 mois, en fait, ça se prépare aussi. Les difficultés de l'hygiène naturelle infantile, pour moi, elles sont liées aux objectifs que les parents se mettent. Si l'objectif des parents, c'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon de l'hygiène naturelle infantile, c'est d'attraper tous les pipis et caca, alors là, c'est pas possible. Voilà, ça, on retire, on ne chiffre pas, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en place une communication autour du besoin d'élimination. Que l'enfant puisse communiquer, que nous on communique dessus, que c'est pas un sujet qui sort de nulle part, entre guillemets, mais que c'est un sujet qui fait toujours partie de son environnement. Peut-être que le reflet qu'on voit justement aujourd'hui sur les groupes Facebook, c'est que les parents sont passés à une autre étape. C'est-à-dire encore quelques années, on voyait des parents qui voulaient absolument attraper toutes les fois. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est passé sur des nouveaux questionnements ou plus des explications, des aides, mais moins sur la pression
de l'hygiène naturelle infantile. J'ai plutôt l'impression qu'on est passé sur autre chose, c'est-à-dire que les parents, ils ont peut-être pris confiance en eux. Ils se disent, en fait, l'objectif, c'est pas la quantité, mais c'est comment on peut accompagner au mieux l'enfant, comment on peut mettre en place la communication, quels outils, quels objets, quel matériel nouveau on peut introduire pour l'enfant, notamment. C'est hyper intéressant. Alors justement, tu parles d'outils. Moi, j'aimerais savoir si toi, tu as peut-être des outils fétiches auxquels tu nous préconiserais de nous raccrocher pour pouvoir justement faciliter cet accompagnement vers la continence. Et est-ce que accessoirement, les livres pour enfants sur la continence peuvent aider justement dans ce cheminement? Et si oui, est-ce que tu as des ouvrages que tu affectionnes plus particulièrement, Rokia? Ce qui est drôle, c'est qu'on propose pas forcément des livres à l'enfant pour apprendre à manger, apprendre à dormir, mais on propose des livres pour apprendre à aller aux toilettes. Alors moi, je partirais plutôt pour des livres pour les parents, pour comprendre comment fonctionne le phénomène, pour ensuite, après, en parler avec des enfants et choisir les livres qui font écho justement à leur façon d'aborder le besoin d'élimination. Et est-ce qu'il y a des outils à contrario justement que toi tu utilises peut-être et qui facilitent justement la mise en place de cet accompagnement dès le plus jeune âge? Concernant les outils, il y en a 4 qui sont souvent répétés en hygiène naturelle infantile. C'est tout d'abord les signaux, c'est-à-dire tout ce que l'enfant émet. Ça peut être des signaux corporels, après des signaux oraux, une fois que il peut verbaliser. Ça peut être autre outil, les timings, ça veut dire connaître les moments propices d'élimination, c'est-à-dire ne pas proposer à n'importe quel moment où il n'y a pas de sens pour l'enfant. D'où le fait que dès le départ, quand on associe à un moment intéressant après le repas, en rentrant de sortie, en sortant de portage, etc. Il y en a plein. Ça reste cohérent pour l'enfant. Et puis même pour nous aussi en tant que parents. C'est plus facile à mettre en place. Après, l'autre outil, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Mais là encore, on peut comprendre que c'est pas si évident que ça. Et enfin, le 4e outil qui est souvent mentionné, c'est ce qu'on appelle la suggestion. C'est-à-dire qu'il faut à un moment ou à un autre proposer à l'enfant de le faire. Sinon, on a connaissance des outils, mais si on n'en fait rien, en fait, il continuera de faire dans sa couche, l'enfant. On va supposer que l'enfant porte une couche. Après, d'autres outils à savoir, c'est plutôt les étapes. Elles sont importantes et ces étapes-là, on les retrouve finalement dans tout. C'est-à-dire, c'est pas propre aux besoins d'élimination. On voit l'observation. C'est normal d'observer son enfant, de le découvrir, savoir s'il a faim, s'il a envie de dormir ou pas. En fait, on va l'observer. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on interprète en fait les signaux que l'enfant nous émet. On le fait déjà pour les autres besoins. Je répète. Après, on va le verbaliser, on va le dire à l'enfant. Est-ce que je vais t'emmener dormir, je vais te proposer le sein, parce que je vois que tu manifestes ceci ou cela. Et c'est pareil pour le besoin d'élimination. Et après, on va proposer à l'enfant. Voilà, on va lui proposer concrètement, je donne une réponse finalement à ce que j'ai observé. Une réponse concrète. Là, ça fait partie, on va dire, des outils théoriques à savoir. Ensuite, il y a pas mal d'outils que j'utilise dans les accompagnements, souvent que j'aime bien, parce que c'est des outils qu'on peut avoir chez soi. Moi, je suis très, très partisante de la création de ses propres outils, mais avec très peu de matériel. D'ailleurs, dans l'expérience de l'hygiène naturelle infantile, je n'ai pas acheté des pots high-tech, vraiment, je veux dire que j'ai pris un pot de glace et j'ai pris une bassine dans un bazar. J'ai voulu vraiment l'expérience la plus basique parce que je la voulais accessible. Et c'est pareil dans mes accompagnements, quand j'accompagne les familles, je vais proposer une bouteille d'eau, leur montrer comment on l'utilise. Je vais proposer des schémas que souvent soit je pense envoyer aux parents, soit le parent l'a compris, il va le recréer lui-même avec l'enfant.
Ça peut être la roue, du pipi, c'est-à-dire les différents signaux que le corps émet. Ça peut être le toboggan, du caca. Enfin voilà, des outils qui ont des fois été créés, bien avant les accompagnements et parfois qui sont créés lors des accompagnements. Très visuel en fait finalement et très, comme tu disais, qui colle à l'expérience finalement, des parents et des enfants que tu accompagnes. Tout à fait et c'est vraiment un enrichissement mutuel. Ça veut dire que oui, j'ai beau avoir, la théorie, mais chaque situation est différente et du coup, les outils, même si ça va être le même, va être utilisé de manière plus ou moins différente. Ça peut être, voilà, des outils du type planning aussi quand l'enfant est un peu plus grand, parce que de toute façon à l'école, il rencontre un planning, hein. Et quand je dis ça, c'est limite je le prépare à l'école. Mais oui, je prépare, voilà, l'idée que l'enfant va rencontrer ça, donc on peut déjà le lignifier en fonction de son âge. Le planning, soit de manière horizontale, soit de manière verticale et toujours vraiment en mode homemade, quoi. C'est-à-dire, on imprime des dessins, vous mettez la pâte à fixe, vous mettez une pince à linge, mais vraiment, il y a pas d'outils, on va dire, très sophistiqués, j'ai envie de dire ça, dans la forme, mais le contenu y est, en fait. Et un dernier outil que j'utilise, beaucoup, c'est, l'analogie. J'en ai beaucoup utilisé durant, cet épisode en faisant, des comparaisons avec les autres besoins. Ça montre en à quel point, la continence reste en effet une acquisition comme toutes les autres, comme tu nous l'expliques, depuis le début, de cet entretien. Pour conclure notre interview, Rokia, on a tous entendu les bienfaits et les bénéfices de cette drôle d'aventure qui dépasse la physiologie et la biologie. Mais moi, j'aimerais te demander si tu devais avoir un conseil ultime à nous promulguer, pour finalement changer de regard sur la continence de nos enfants, tu nous dirais quoi? C'est de prendre en compte, la continence comme un processus, qui demande du temps et de l'adaptation pour accompagner son enfant. Le fait de le savoir, permet d'accompagner son enfant, de manière plus sereine et tranquille. Merci beaucoup Rokia, en tout cas pour la manière très déculpabilisante que tu as eue, d'aborder ce sujet de la continence. Merci de nous avoir, éclairés avec tes connaissances, tes recherches terrain, et merci surtout pour ta bienveillance, ta délicatesse et ta pédagogie. C'était vraiment un plaisir que de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Ça a été également un plaisir pour moi. Merci Rokia et à très bientôt. Cet épisode aux côtés de Rokia est l'incarnation même de ce pourquoi Inouï existe. Vous rappelez que le pouvoir, c'est le savoir. Vous apportez une information qualifiée sur les besoins de votre petit. Et ensuite, c'est vous qui décidez si vous souhaitez vous en emparer ou pas. Vous avez désormais les bases pour accompagner votre petit vers la continence. Vous savez qu'elle n'a rien de magique, qu'elle ne s'opère pas par déclic. Elle est un apprentissage parmi tant d'autres. Elle est surtout un formidable prétexte pour amener nos enfants vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'y vois même un moyen de nourrir notre confiance en eux. Que vous soyez tenté ou pas par cette expérience, ce que je trouve génial, c'est que ce cheminement, tous ces outils, somme toute assez basiques, et ce sens de l'observation peuvent nous aider à répondre à tout un tas d'autres besoins de nos bébés. C'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très bientôt pour un autre échange rempli d'inédits.